Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Caroline Pratt. Bonjour Hélène. Merci d'être là avec nous sur ce podcast. Caroline, je t'ai connue parce que j'ai participé à une fresque des soft skills que tu animes, que tu as créée. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette fresque. Avec plaisir. Donc avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Parce que j'imagine que dans la vie, tu n'as pas fait que créer la fresque des soft skills. Oui. Alors effectivement, donc je suis Caroline Pratt, créatrice de la société Compétences du 21e siècle et donc créatrice de cette fresque des soft skills. Avant, j'ai eu une première vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise dans le domaine du voyage atypique. Voilà, donc j'ai eu pas mal de salariés, souvent jeunes, que j'ai embauché à la sortie de leurs études, qui m'a permis de comprendre que dans le système français, souvent il y avait un petit déficit en matière de développement de certaines compétences qu'on appelle les soft skills. Alors là, tu viens d'attiser ma curiosité. C'est quoi un voyage atypique? C'était des voyages pour grands voyageurs, pour des gens qui avaient beaucoup baroudé en fait, et qui cherchaient de l'authenticité, qui cherchaient des expériences, des rencontres en dehors d'un cadre touristique balisé. Voilà. Donc, du coup, je comprends un peu la fresque, enfin la tournure qu'elle a prise. On va en reparler parce que tu la présentes un petit peu comme un voyage finalement, tout à fait, une randonnée. Donc ça fait le lien. Il y a une cohérence. Ouais, c'est ça. Et comment tu as eu l'idée de créer cette société-là des compétences du 21e siècle? Enfin, ça a été quoi ta transition? Ma transition, je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat et dans la gestion d'entreprise, ce que j'aimais, c'était travailler avec des gens et en fait, et les tirer vers leur potentiel et leur épanouissement, que c'était cet aspect humain qui était pour moi primordial. Je me suis rendu compte aussi que ce que j'aimais, c'était de découvrir. Alors découvrir des pays, mais surtout découvrir des gens, découvrir des expériences, apprendre en fait. Et apprendre tout au long de la vie. Parallèlement, je suis devenue maman et je me suis rendu compte que de l'importance du savoir-être, au-delà de simplement la transmission de savoir, l'importance de gérer ses émotions, se conduire avec les autres, l'importance de toutes ces compétences pour être bien en fait, pour être bien dans sa vie et pour être épanoui, pour en tirer le maximum. Comment tu es arrivée aux soft skills au point d'en faire ton activité principale aujourd'hui, en fait? Ça a été quoi le déclencheur? Le déclencheur, pour être honnête, ça a été certaines difficultés qu'ont eu mes enfants en termes de gestion émotionnelle dans le jeune âge. C'est des personnalités très bouillonnantes, on va dire. Et donc, je me suis intéressée à toutes les techniques de gestion des émotions, en même temps que moi ce qui me poussait toujours c'était les questions de créativité. Donc en fait j'ai commencé à faire des recherches sur la créativité de l'enfant et de l'adolescent. Pourquoi cette créativité de l'enfant qui est si magique, si spontanée, a tendance je sais pas si elle a tendance à se tarir, mais en tout cas, elle se met un peu en veille à l'adolescence et de plus en plus à l'âge adulte. Et je me suis demandé, voilà, comment on fait pour cultiver la créativité de l'enfant tout au long de la vie, en fait. Donc, tu as attrapé ces compétences-là qui s'appellent les soft skills ou les compétences psychosociales. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être qu'on peut poser les définitions. C'est quoi les soft skills? Est-ce que c'est la même chose que les compétences psychosociales? Est-ce qu'il y a des nuances ou pas? Alors, pour moi, c'est la même chose, oui. On n'emploie pas le terme forcément dans les mêmes contextes. Mais en soi, c'est la même chose. En termes compétences psychosociales est plutôt
employés dans l'éducation, par l'éducation nationale notamment, alors que le terme soft skills c'est plutôt employé dans le monde de l'entreprise ou pour les adultes. Mais en soi, on parle de compétences. Moi, j'aime bien la définition qui dit que ce sont des compétences de vie. Les anglo-saxons disent life skills, mais quand on dit compétences de vie, on dit que ce sont des compétences qui sont utiles au quotidien pour chacun. J'aime bien aussi la classification qu'a fait Santé publique France en 3 catégories, parce qu'elle permet de bien comprendre en fait ce que sont ces compétences. Santé publique distingue les compétences émotionnelles, donc c'est des compétences par rapport à soi et la gestion de ses émotions. Ensuite, il y a les compétences sociales, de rapport à l'autre, donc typiquement la communication, la coopération, et les compétences cognitives, qui sont quelquefois un peu plus difficiles à cerner, mais qui sont en fait des compétences qui sont plus mentales et qui incluent des compétences aujourd'hui capitales comme l'esprit critique et la créativité qui me tient à cœur, comme vous l'avez compris. Et donc ces compétences-là on en parle beaucoup dans l'éducation depuis quelques années. Puis récemment, elles sont enfin, j'allais dire, dans les programmes scolaires. Pour autant, elles sont pas nouvelles. Enfin, moi, il me semble que ça fait quasiment 10 ans que j'en parle. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte elles sont apparues avant d'être dans l'éducation ? Oui, alors l'origine du terme compétences psychosociales et du concept, en fait, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est assez ancien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'elles sont apparues d'abord Elles sont venues d'abord de l'organisation de l'OMS dans les années 80-90. Avec une vision de la santé par l'OMS comme quelque chose de global. C'est la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Et c'est pas la santé en termes d'absence de maladie, c'est la santé vue positivement comme une forme de bien-être en fait, physique et morale. Et dans cette perspective, l'idée de travailler sur les compétences psychosociales, c'est faire de la prévention pour éviter en fait tous les troubles, notamment de santé, qui peuvent porter atteinte au bien-être. C'est intéressant de se rappeler l'origine de ça, parce que souvent on peut se dire c'est une mode qui vient du capitalisme, alors que pas du tout, c'est vraiment autour du bien-être et de la santé. Et là aussi, le bien-être nous ferait ouvrir d'autres portes, et j'invite à écouter le podcast, il me semble que c'est l'épisode 6, où on parle justement de quel bien-être on parle quand on parle du bien-être à l'école. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi ces compétences ont été introduites à l'école ? Pour moi, c'est... Alors, ou en tout cas, ton idée. Mais de ma compréhension, c'est surtout venu par le biais de la lutte contre le harcèlement et de l'idée que le développement de ces compétences permet d'instaurer un climat scolaire positif et d'éviter la violence, les problèmes de santé pour le coup plus mental et d'éviter le harcèlement. Encore récemment, en fait, à mon sens, c'est surtout par ce biais, en fait, que c'est rentré dans les programmes scolaires français, par le biais du programme phare, notamment, qui met vraiment en avant l'efficacité, en fait, du développement des compétences psychosociales comme un moyen de prévention et d'instauration d'un climat scolaire positif. Et j'aurais envie de rajouter, mais c'est plutôt de l'intuition que de la certitude, que c'est rentré aussi par le biais de l'inclusion. Comment faire en sorte que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, leur appétence au savoir, se sentent bien à l'école et un rapport apaisé aux apprentissages. Tout à fait. On oublie très souvent de le relever, mais le développement des compétences psychosociales a un impact important en termes d'inclusion et de lutte contre les inégalités aussi, les inégalités notamment sociales. C'est un moyen efficace de faire reculer ces inégalités. Pourquoi c'est important de former aux compétences psychosociales ?
Tu nous l'as dit tout à l'heure, tout au long de la vie. Donc dès le plus jeune âge, ce serait quoi? C'est quoi l'intérêt et c'est quoi l'intérêt de le faire aussi avec des adultes? Alors pourquoi ça a un intérêt? Parce que ça marche, parce que ça a des effets dont on va peut-être reparler. Pourquoi tout au long de la vie? Parce que commencer jeune a un impact. Et je dirais que plus on commence jeune, mieux c'est. Je sais qu'il y a des programmes, notamment maternels, qui ont eu des impacts importants. Donc dès la maternelle, l'impact, alors on peut parler de l'impact, l'impact il est de deux ordres. On a parlé de l'impact en termes de bien-être et de santé physique, mentale, mais c'est aussi un impact en termes de performance. C'est-à-dire qu'on sait moins, maintenant les enseignants commencent à le savoir un peu plus, mais on sait moins, c'est que développer ces compétences a un impact fort sur les résultats académiques. On a parfois cru qu'il y avait une sorte d'opposition, que si on passait trop de temps sur les compétences psychosociales, on passerait moins de temps sur les maths et le français, et donc les résultats en maths et français baisseraient. Or, on s'est rendu compte qu'en passant du temps sur les compétences psychosociales, notamment sur la gestion des émotions, sur la persévérance, sur la confiance en soi, on allait mécaniquement, en fait, avoir un impact positif sur les résultats académiques. Merci de le rappeler parce que souvent c'est la question du temps, mais quand est-ce qu'on peut développer ces compétences-là revient inévitablement, alors qu'il faut le voir comme quelque chose de beaucoup plus englobant, qu'une compétence est au service de l'autre. Oui, on parle souvent de ces compétences comme des compétences transversales. C'est vraiment ça, en fait. Tout est lié en matière de compétences psychosociales. Confiance en soi est lié à la gestion des émotions, est lié au rapport à l'autre. Tout est transversal. Et quand on parle du temps et du manque de temps qu'on peut avoir dans l'éducation nationale, c'est vrai que c'est souvent ce que disent les enseignants. C'est génial, mais on n'a pas le temps. Les programmes sont déjà trop chargés. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut caser ça dans des emplois du temps surchargés? Ces compétences transversales, faut se souvenir qu'elles se développent aussi en transversal, c'est-à-dire en parallèle avec d'autres disciplines, et que c'est tout à fait possible de les intégrer, en fait. Et pour les adultes, puisque toi tu t'adresses en particulier aux adultes? Ah oui. Alors pour les adultes, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pour ça que nous, dans la fresque des soft skills, on a pris la métaphore du chemin. On est en construction permanente en matière de compétences psychosociales. Alors on apprend certes dans la petite enfance, dans l'enfance, à l'adolescence, mais un adulte, il est jamais complètement formé. Et si on continuait pendant toute sa vie adulte à avoir un apprentissage soutenu des compétences psychosociales, je pense que les rapports humains seraient plus faciles et je pense que la vie de chacun serait plus douce. Alors toi, tu as fait le pari de proposer cette fresque des soft skills parmi les nombreux programmes qui existent autour des compétences psychosociales. On a parlé de phare, on peut parler d'éducation à la relation, comme j'en parle parfois dans mes épisodes de podcast. On peut parler de l'EARS qui introduit aussi les compétences psychosociales. Donc l'EARS, c'est éducation affective, relationnelle et sexuelle, qui arrive elle aussi à l'école par la grande porte. Donc pourquoi toi tu as fait ce choix de lui donner la forme d'une fresque? Et peut-être rappelle-nous ce qu'est une fresque, s'il y en a qui connaissent pas. Alors le choix d'une fresque, c'était le choix de dire il faut un plaidoyer qui s'adresse de manière systémique à tout le monde pour le développement des compétences psychosociales. À l'époque, moi je travaillais avec des enfants et des ados sur des programmes extrascolaires sur le développement des soft skills, sur le développement des savoir-être. On travaillait en forêt sur le développement du savoir-être. Mais quand j'expliquais aux parents l'objectif pédagogique, j'avais l'impression de parler, ça leur était mais totalement étranger. Alors que même souvent avaient dans leur vie professionnelle des formations continues en termes de soft skills. Mais cette idée de soft skills ou de compétences psychosociales pour les parents, j'avais l'impression d'être un extraterrestre. Et dans l'éducation nationale, il y avait plus forcément de connaissances, mais je dirais c'était un petit nombre d'enseignants déjà avertis, déjà
dans le domaine, je dirais. Et sinon, beaucoup, je disais, développer les compétences psychosociales sans forcément le conscientiser. Et donc, je me suis dit, il faut un outil qui parle à tout le monde et qui embarque potentiellement pas seulement les plus avertis. Et l'exemple de la fresque m'a semblé un bon exemple. Alors, à l'époque, j'avais en tête la fresque du climat, qui est la plus connue des fresques, qui a quand même touché 1 million de personnes. L'intérêt, c'est le modèle où, en gros, on forme des animateurs, bénévoles ou professionnels qui, à leur tour, forment et animent. Donc, il y a un effet de réplication et d'expansion qui est potentiellement plus rapide que pour d'autres outils. Ensuite, c'est un format donc collaboratif. Donc ça, c'est quand même sympathique. C'est un format majoritairement en présentiel. Et je trouve que de nos jours, c'est important. Il faut en faire du présentiel et on a besoin. Ça se passe concrètement avec un petit groupe, donc d'une douzaine de personnes, autour d'une table, en étant un papier comme une grande nappe de papier blanc sur une table. Et après, au moyen de cartes, on fait un certain nombre de défis où on essaye de faire découvrir plutôt que d'apporter un savoir. Donc il y a un aspect ludique, il y a un aspect participatif, il y a un aspect dynamique. Et puis, il y a un aspect de partage qui me semblait hyper important dans le cas des compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'on peut vous parler en matière de compétences psychosociales, on peut vous parler de théorie, on peut vous parler de communication non violente, par exemple. On peut vous expliquer les principes de la communication non violente, mais ça n'aura jamais le même impact que si vous avez un père, c'est-à-dire un enseignant comme vous, un parent comme vous, qui vous dit, moi, dans ma classe, j'utilise ça, je fais ça, et ça marche. Ça change tout. Ça change tout, en fait. L'échange de pratiques, le témoignage fait que l'outil qui semblait théorique et un peu lointain devient accessible et on a envie. Donc c'était le but, en fait. Donner envie. Ouais, c'est vrai que donc pour l'avoir faite, alors pour le coup moi je l'ai faite en ligne puisque on n'habite pas à côté. Ce qui est intéressant, c'est que quels que soient nos domaines d'intervention, on se retrouve autour de ce sujet commun et c'est complémentaire. On va en parler. Et le format de la fresque permet effectivement que chacun arrive avec ses connaissances, sa maîtrise du sujet. Ce qui est intéressant avec la fresque, c'est qu'on repart avec un savoir qui est supérieur à celui qu'on avait en arrivant. Et ça, c'est intéressant dans le format. Et en plus, tu l'as pas spécialement dit, mais c'est dynamique, ludique. Oui, ça cherche à l'être et j'espère que ça l'est. Oui, l'idée c'est d'apporter effectivement quelques bases de savoir, mais surtout être sous forme de témoignage. L'idée c'est vraiment de donner envie et de mettre en mouvement, je dirais. L'idée c'est d'inciter à faire un premier petit pas, un prochain petit pas pour aller un petit peu plus loin. Alors en t'écoutant, Caroline, je me dis que quelques heures autour des compétences psychosociales, une fresque ça dure quoi, 2-3 heures à peu près. C'est sans doute pas suffisant. Et en même temps, c'est très riche. Le format est très riche et plein de sujets sont balayés. Donc, qu'est-ce que tu suggères en complément, toi, de la fresque? Et autrement dit, peut-être quelles sont les possibilités, de les développer, d'en parler. Je sais que tu as 3 niveaux, tu vois. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est 2 heures pour les juniors, 3 heures pour les adultes, et effectivement, c'est rien. C'est, comme je disais, l'idée c'est plutôt de donner envie, de mettre en mouvement, mais c'est pas en 2-3 heures qu'on développe ses compétences psychosociales. On a dit c'est potentiellement le chemin d'une vie, donc il faut plus de temps, et en termes de formation, c'est bien sûr qu'un début. Donc après, les possibilités, c'est soit de faire appel à des programmes de développement des compétences psychosociales qui existent. Je pense à des programmes tels que la discipline positive ou la communication non violente ou les méthodes Gordon, qui sont des bons moyens de poursuivre en matière
dans des axes variés. Alors je me permets de rajouter l'éducation à la relation promue par l'université de paix. C'est le dispositif que j'utilise et dans lequel je suis. Et on en parle dans l'épisode 3 avec Stéphanie Moran. Voilà, pour en savoir un peu plus. Donc il y a beaucoup de programmes. Après, généralement, ce qu'il faut, c'est choisir un axe. On peut difficilement développer toutes les compétences en même temps. Les programmes autour de la communication non violente ou des méthodes Gordon sont plutôt axés sur la relation à l'autre et la communication. On peut faire des programmes de sophrologie ou autres méthodes d'autorégulation qui vont plutôt être autour de la gestion de soi. Nous, on organise aussi des programmes qui sont selon différents axes. Alors, on a plein d'offres différentes qui s'appuient sur différentes écoles, mais je dirais que c'est l'organisation compétences du 21e siècle, c'est plus la fresque des soft skills. La fresque des soft skills, elle a vraiment pour vocation d'ouvrir et ensuite de tendre la main à d'autres professionnels pour qu'ils continuent dans la même direction et dans la formation. Ouais, donc tu as dit les développer grâce à des programmes. Donc c'est des programmes souvent clés en main, des séances plus ou moins déjà prêtes. On peut les développer aussi en transversal, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'elles sont dans les programmes et donc les enseignants peuvent s'en saisir. Voilà, tout à fait. Alors sur l'école primaire, il y a Scolavi qui fait un grand travail là-dessus de développement d'outils qui peuvent être utilisés en transversal. Donc tout à fait. Sur cet aspect-là, en fait, pour moi, l'important, c'est surtout de faire comprendre aux enseignants, en fait, qui font déjà beaucoup de choses. Ce qui manque parfois, c'est le fait d'expliciter les compétences qu'on cherche à développer, de dire vraiment aux élèves avant, là, on va faire un travail en groupe et ça va permettre de développer ceci et ceci. Donc, mais souvent, ils le font. Et l'instant qu'on appelle feedback ou réflexivité ou rétroaction, qui est vraiment selon la recherche, en fait, une des conditions d'efficacité des actions en matière de développement des compétences psychosociales. Pour moi, avant toute chose, l'objectif, ça doit être de développer la réflexivité. La réflexivité des élèves, la réflexivité des enseignants, c'est la clé. Après, on peut aller vers de l'approfondissement, mais ce réflexe de prendre un moment, de se dire comment est-ce qu'on s'est senti, qu'est-ce qu'on a appris, est-ce que c'était facile, est-ce que c'était difficile, à quoi ça sert ça dans la vraie vie, comment je pourrais le réutiliser ailleurs, c'est la clé. C'est la clé. Ben, c'est la clé et en t'écoutant, je me dis c'est vraiment le point commun dans tous les programmes qu'on a cités précédemment. Il y a vraiment cet aspect-là qui revient systématiquement, au-delà des compétences en elles-mêmes qui sont communes, mais cette réflexibilité, ce feedback, cet arrêt sur image, on y pose le terme qu'on a envie d'y poser, mais c'est de se dire, de verbaliser avec les élèves, enfin en tout cas avec le public avec lesquels on est, de vraiment aller verbaliser et de mettre en conscience ce qu'on vient d'apprendre, ce que ça nous fait, donc le lien avec les émotions, et dans quoi on peut le transposer, de quelle manière on peut le transposer en dehors de la séance. Et ça, on voit bien que c'est utilisable tout le temps par les enseignants, les éducateurs, quel que soit le support. Donc c'est vrai qu'on fait des compétences psychosociales, mais c'est vrai qu'on fait des compétences disciplinaires finalement. Tout à fait. C'est vraiment possible de concilier, et cette démarche réflexive, elle est possible partout, tout le temps, sans nécessairement énormément de temps en plus. Donc c'est effectivement le principal conseil de mise en place ou de première mise en place qu'on peut faire. Tu as dit autre chose d'essentiel pour moi, c'est qu'on fait tous et toutes des choses, mais que souvent on n'en a pas conscience. Et c'est vrai que la fresque, il y a toute une partie qui s'appelle pratique cadeau, je crois, qui permet de faire de l'échange de pratiques. Et finalement, on se rend compte qu'on a tous un petit quelque chose, plus ou moins grand d'ailleurs, à partager et à mutualiser avec d'autres. Parce que finalement, on en fait tous quand on est en lien avec des enfants. On en fait tous d'éducation aux compétences psychosociales. Simplement, comme tu le dis, on n'y pose pas le terme dessus.
Et donc, on peut avoir cette impression que c'est une injonction à faire quelque chose en plus, alors que c'est juste mettre en lumière, mettre en valeur quelque chose qui se fait déjà dans l'éducation. Et je dirais même que c'est au fondement de l'éducation, les compétences psychosociales. On ne peut pas faire d'éducation sans compétences psychosociales. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais je suis complètement d'accord. Et je dirais oui, tous les enseignants, tous les professionnels de l'éducation ont un bagage ou un sac à dos d'outils, de pratiques à partager et à peut-être mettre en valeur en matière de compétences psychosociales. Ce que tu nous invites aussi à faire à travers la fresque, enfin en tout cas ce que la fresque nous invite à faire, c'est de se poser la question comment intervenir dans tout l'écosystème des enfants. Donc tu nous as parlé, la fresque s'adresse aussi aux familles. On voit bien que si les compétences sociales restent dans le cercle fermé de l'école, ça a peu d'impact. Donc toi, ton invitation, c'est de se dire, on en fait tout le temps, partout, avec tout le monde, en gros. Tout à fait. Pour moi, le premier lieu d'apprentissage des compétences psychosociales, c'est la famille. Avant même d'être l'école, c'est la famille. C'est là où en premier on gère ses émotions, on développe des premières bases de sociabilité. Les compétences psychosociales, on les développe partout. Et il est important, pour nous, qu'il y ait une approche, on dit systémique, mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire dans tout l'entourage de l'enfant, à l'école, mais on parle aussi de tous les autres professionnels de l'éducation, de la santé, les animateurs, le périscolaire, les éducateurs sportifs, tous ces gens qui jouent aussi un rôle important pour encadrer les enfants et les accompagner. Donc il est important que tout le monde participe et soit raccord et soit dans le même élan. C'est prouvé en termes d'efficacité des programmes qu'il faut cette approche d'ensemble. Oui, j'ai le mot coéducation qui vient naturellement. Évidemment, souvent la coéducation peut sembler abstraite. Voilà, faire intervenir les familles à l'école, voilà, ça pose question, ça pose problème, ça interroge en tout cas. Et là, c'est un levier génial, les compétences psychosociales pour les faire. Oui, parce que parce qu'il y a vraiment du lien avec la vie quotidienne et la vie à la maison. Donc c'est possible d'avoir des pratiques, je sais pas, de relaxation, de respiration, de gratitude qu'on va appliquer aussi bien à l'école qu'à la maison. Et si on arrive à faire le lien, c'est super. C'est super. Oui, je pense aussi à tout ce qui est attitude face au conflit, par exemple. Je sais que avec Stéphanie Morand, dont je parlais tout à l'heure, on organise des sessions pour les parents et c'est très libérateur pour eux de se dire la gestion des conflits, enfin en tout cas les attitudes face aux conflits, on parle le même langage à l'école et à la maison. Oui. Et c'est un support intéressant pour eux, pour nous, et d'avoir le même. Oui, les outils sont les mêmes, effectivement. Donc pour en revenir à la fresque, la fresque c'est un outil de formation pour les adultes, on l'a dit, un outil d'épanouissement professionnel. Qu'est-ce que tu proposerais toi tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, pour aller toucher justement au-delà des convaincus? Au-delà des convaincus, il faut toucher les organisations dans leur ensemble. Donc il faut aller chercher au sein d'une entreprise un responsable RH qui est convaincu et qui va embarquer des salariés. Au sein d'une école, la directrice d'école qui y croit et qui du coup embarque ceux qui sont pas dedans. C'est l'intérêt de ce format collaboratif généralement il en suffit d'un ou deux et puis après on embarque. Et au départ moi je me disais il faut qu'il y ait que des enseignants volontaires par exemple, que des professionnels de l'éducation volontaire, ça doit pas être imposé. Et en réalité des directrices d'école qui ont pas hésité, qui ont un peu autoritairement imposé à leurs équipes et les enseignants étaient ravis derrière. On est encore un peu loin de pouvoir mesurer en termes d'impact. Vraiment, on se dit c'est l'éducation, on plante des graines, quoi. On plante des graines. Selon toi, quels sont les principaux obstacles à surmonter pour intégrer ces compétences psychosociales dans le quotidien scolaire notamment? Je pense que dans la perception des profs, c'est le temps. Le temps, donc on en a parlé, on a dit c'est pas forcément un obstacle. Il y a des choses qui peuvent se faire en transversal. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire via des rituels aussi, très très courts. Des rituels d'accueil dans la classe, rituels de pause. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes. Ensuite, c'est la perception des enseignants
eux-mêmes de leur capacité à intégrer ces nouvelles techniques, en fait. Et donc pour moi le principal obstacle, c'est, j'allais dire le mal-être enseignant, mais c'est le trop-plein enseignant. Et le principal obstacle, c'est qu'on prend pas suffisamment soin des enseignants et que ça devrait être une priorité. Pour moi, on devrait d'abord prendre en compte le bien-être enseignant avant toute chose et arriver à alléger un peu au lieu de donner le sentiment de demander toujours plus. Oui, merci de souligner ça. Et le paradoxe avec les compétences psychosociales, c'est qu'elles peuvent apparaître comme quelque chose en plus, alors que justement, on l'a dit là tout au long de notre échange, elles viennent soutenir ce bien-être, cette motivation à apprendre, et donc se mettre au service de ce mal-être. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, au service du bien-être. On n'a peut-être pas assez souligné, mais quand on parle aux professionnels de l'éducation, on leur parle de développer les compétences psychosociales chez les enfants, chez les élèves. Mais on finit par dire, ce qui compte, c'est vos compétences psychosociales à vous. Et donc, votre bien-être à vous, la gestion de vos émotions à vous. Parce que votre posture, elle est primordiale et plus importante que tout. Au final, on vient à dire, oui, prenez soin de vous. Et l'intérêt de se former via cette fresque des soft skills, c'est que justement, elle invite à toucher ça du doigt, en fait. De se dire, mais c'est pas un outil au service des plus jeunes, c'est un outil au service des plus jeunes et du mien. Oui, et c'est pour ça qu'on met en avant l'importance des compétences psychosociales de l'enseignant. C'est pour ça aussi qu'on met en place des échanges de pratiques, parce que ça permet souvent de faire descendre un peu la pression, de partager les difficultés, de se sentir moins seul, parce qu'il y a rarement ce temps, en fait. Ce temps d'échange et ce temps d'écoute, en fait. Oui. Bon, ok. Ce qui nous écoutent sont convaincus. Comment on fait pour participer à une fresque? On va sur le site, la fresque des softskills.org, et on peut participer à différentes sessions qui sont organisées. Il y en a encore pas suffisamment. Donc la prochaine étape, on espère en mai prochain, c'est d'ouvrir une formation grand public, notamment pour les personnels de l'éducation, pour pouvoir avancer sur ces sujets. On a lancé aussi une fresque junior. Pour le moment, on développe surtout en lycée. Il y a de la demande aussi en collège. C'est la même base, oui. C'est la même base. La question essentielle étant quand même celle de la réflexivité, la capacité à prendre du recul par rapport à soi. Mais ça se passe bien. C'est une base identique, mais elle est vraiment gamifiée pour les jeunes. Elle a été co-construite par des jeunes. C'est un système de points, de gamification, comme dans un jeu, plein de moyens de se former. Donc il y a des dates tout bientôt, je crois. J'en ai vu au moins une ou deux là. Il y a des dates tout bientôt en mars. Là, on est en train de former une première cohorte d'animateurs aussi en province pour pouvoir essaimer aussi dans toute la France. Le format, on le fait un peu en visio, mais c'est vrai que l'expérience est quand même différente en présentiel, et on tient quand même à mettre l'accent sur le présentiel autant que possible. Donc on espère être très bientôt dans les principales villes de province. Ouais, quelles sont les autres perspectives de déploiement de la fresque? On a pour le moment pas mal de demandes faites au niveau des filières professionnelles, donc au niveau des lycées pro, et puis post-bac, BTS, brevet professionnel, etc. On a beaucoup de demandes de la part d'organismes d'apprentissage. Et là, c'est d'abord la fresque, mais c'est surtout ensuite une demande d'accompagnement et de conseils en matière de développement des soft skills et d'une politique ou d'un programme soft skills construit cohérent dans la durée, parce qu'il y a pas mal de programmes qui ont été faits, notamment dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce en matière de soft skills. Mais ailleurs, pour le moment, c'est encore un peu disparate, on va dire. Pas étonnée de t'entendre dire que tout ce qui est champ professionnel cherche à développer ça, puisque à l'ère des IA qui se développent, des intelligences artificielles, on le sait, ces compétences-là doivent être renforcées.
Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui personnellement me passionne, moi. Il y a beaucoup d'enjeux, en fait, en matière de soft skills par rapport à l'IA. Il y a un enjeu très, très basique d'organisation future du travail et de redistribution des compétences. On sait que les compétences les plus facilement automatisables vont être ou sont déjà pris en charge par l'IA, et donc que de plus en plus, il ne reste que les compétences les plus humaines ou les moins facilement automatisables. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que de plus en plus, l'intelligence artificielle mime un certain nombre de ses compétences. Elle mime l'empathie, elle mime la pensée, elle mime la créativité, mais elle n'a pas d'émotion, elle pense pas, elle crée pas l'IA. Et donc, si on veut, je dirais très prosaïquement, si on veut que nos enfants aient un job demain, il faut les former à l'IA, mais il faut aussi les former aux soft skills. C'est une évidence. Oui. Au-delà de ça, il y a un enjeu, je dirais, plus défensif. C'est-à-dire que pour moi, les soft skills, c'est un rempart contre les dérives de l'intelligence artificielle. Et quand je dis dérive, ça peut être tous les biais, toutes les fake news, tous les problèmes éthiques qui peuvent se poser. On va être obligé de pousser nos soft skills au top, si je puis dire, pour manœuvrer habilement. Donc c'est hyper important. Plus positivement, moi je dirais que l'IA ça peut être un tremplin pour l'humanité s'il y a les soft skills. IA plus soft skills, super. Sinon, ouais, on en parlait dans l'épisode 7 des IA et c'est exactement ça. C'est comment devenir encore plus humain que ce qu'on est, ce qu'on est déjà. Donc les enjeux sont importants, passionnants, et vertigineux ce qui est en train de se passer. Tout ça va très vite et je pense qu'il faut qu'on réagisse aussi très vite en matière de formation soft skills. Caroline, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que pouvait nous apporter la fresque. Donc, on te retrouve sur le site de la fresque que je mettrai en commentaire. On te retrouve dans la société compétences du 21e siècle, c'est ça? Elle propose des formations, si j'ai bien compris. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces formations ? On fait beaucoup de facilitation, c'est-à-dire qu'on accompagne, on co-construit par l'intelligence collective avec les équipes en matière de soft skills. Donc on a plutôt... Et vous intervenez dans les écoles, mais pas... On intervient là où on peut nous rémunérer, c'est-à-dire malheureusement pas beaucoup dans les écoles. On intervient dans l'enseignement supérieur, surtout. Et dans les sociétés, on intervient pour des mairies, pour des collectivités territoriales. Ok. Et si on veut te contacter, on te retrouve où ? Donc, caroline@compétensesdu21e-siècle.com. Ou sur ta page, ou sur ta page LinkedIn peut-être aussi. Caroline Pratt. Bon, en tout cas, je ne peux qu'encourager les personnes qui nous écoutent à faire cette fresque, même si vous connaissez les compétences psychosociales et même si vous les connaissez pas, en fait. C'est fait pour tout le monde. Merci Hélène. Merci beaucoup pour cet échange, Caroline. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt.